Bonjour les TGA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième et dernière partie du chapitre sur Paris, ville mondiale. Souvenez-vous, vendredi dernier, nous étions intéressés aux forces de Paris, tant sur le plan national, européen qu'international. Je vais faire un petit résumé pour ceux qui ont oublié ce que nous avions dit. Alors, sur le plan national, Paris, c'est déjà la ville la plus peuplée de France. C'est-à-dire la plus grande métropole de France. Elle dépasse facilement Lille, Lyon, Marseille, Nantes ou encore Toulouse. D'accord? Et pourtant, c'est l'un des plus petits territoires en matière de superficie. La ville est bien sûr la capitale politique de la France, puisque la plupart des organes gouvernementaux s'y trouvent. D'accord? Cette ville est également la capitale culturelle de la France, de par sa culture, c'est une très grande cité touristique. Je vous rappelle que Paris est la première destination touristique au monde. Et si on faisait un petit peu comparatif des villes françaises, je vous rappelle que la France est le pays qui accueille le plus de tourisme au monde. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu, on s'aperçoit que Paris est la première destination en France des touristes. Les touristes sont majoritairement américains, britanniques, puis chinois, ensuite venant des pays d'Europe. D'accord? D'un point de vue économique, Paris regroupe la plupart des sièges sociaux des entreprises. C'est-à-dire que les grandes entreprises françaises ont leur siège à Paris. C'est également le cas d'entreprises étrangères qui ont joué le jeu d'investir dans Paris. C'est là qu'on avait vu que la majorité des entrepreneurs étrangers sont américains, puis britanniques. Et surtout, ce sont les sièges de décision des entreprises. C'est-à-dire que ce sont les sièges de décision de commandement qui s'y installent. D'accord? Pour ça, General Electric. Enfin, Paris est une capitale aussi de la recherche, puisqu'elle regroupe le plus grand nombre d'universités présentes, souvenez-vous, presque 12. Et surtout, elle possède un pôle de recherche et de développement avec Paris-Saclay, qui est tant l'agroalimentaire qu'à l'aérospatiale et à la haute technologie. D'accord? Mais depuis quelque temps, on constate que Paris est en déclin. Ce déclin, c'est Daniel Loin qui nous en parle dans son ouvrage, Le Nouvel Espace Français de 2010, ouvrage notamment dont la plupart des textes sont issus du manuel de Loin. Loin s'est aperçu que depuis le début des années 2000, Paris est en déclin dans 3 domaines. Alors, je vais les expliquer. Premier domaine, le domaine financier. Paris a été pendant très longtemps une des grandes places financières du monde, notamment au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, et surtout à la fin du XIXe siècle, Paris perd justement sa place. Pourquoi? Tout simplement puisque Paris se retrouve largement dépassé par des villes comme New York ou encore Londres. D'accord? Pourquoi New York? Tout simplement car depuis la fin du XIXe siècle, New York est devenue la capitale financière du monde. Avec l'industrialisation, New York est devenue la place centrale boursière du monde. Je rappelle qu'il s'agit, on parle de Wall Street, sur l'île de Manhattan, qui est la place boursière qui fait la pluie et le beau temps. C'est pas pour rien que les deux cracks boursiers sont venus de Wall Street et qui ont secoué le reste du monde. D'accord? Londres, pourquoi Londres? Londres est la place boursière financière d'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Eurobourse à Paris qui est le siège boursier de l'Union européenne, mais bien Londres. D'accord? La City. Notamment parce que Londres est l'élément central de la dorsale européenne. Actuellement, la question est de savoir justement si Londres restera la place boursière de l'Union européenne du fait du Brexit. Néanmoins, financièrement parlant, Londres a gagné de la place vis-à-vis de Paris, et Paris est ensuite en 3e position. Pour les sièges sociaux des entreprises, on a vu qu'il y a eu des investisseurs qui ont joué le jeu de se rendre à Paris, on l'a vu dans le cours précédent. Néanmoins, cela ne permet pas à Paris de combler son retard, notamment vis-à-vis de Tokyo, de Francfort, de Londres et de New York. D'accord? Surtout à Londres. Ensuite, dans le domaine économique. Les activités stratégiques. On a vu encore une fois que c'est les activités stratégiques, le domaine de commandement. Eh bien, malgré tout, Paris est toujours en retard, puisqu'on a préféré pendant des années aller à Londres, qui était la plaque centrale de l'Union européenne, à défaut de Paris. D'accord? Paris, généralement, fait partie des choix sur une 3e fois, mais on met de côté, on préfère aller à Londres. Pourquoi? Parce que les investisseurs préfèrent aller à Londres, dans une ville dynamique, surtout une ville qui est quand même bien desservie par le réseau de métro. Je dis pas que Paris est mal desservi, néanmoins,
le contexte aussi des manifestations qui a régulièrement lieu dans Paris depuis pas mal d'années, surtout les années 80, freine un petit peu les investisseurs. On préfère aller à Londres, où surtout le cadre est plus dynamique. D'accord? Enfin, rayonnement culturel. Alors, pendant très longtemps, Paris et encore actuellement d'ailleurs, Paris est la capitale numéro 1 de la culture. Mais depuis quelques années, depuis quelques décennies, sa place est menacée, notamment par New York, qui entre en compétition avec Paris. C'est là que le coude à coude est omniprésent entre ces deux villes. Pourquoi? Alors Paris est évidemment la capitale de la mode, capitale de la gastronomie, capitale de la culture, de l'art, etc. Néanmoins, il faut comprendre que Paris perd sa place par rapport notamment à New York en raison de la perte de vitesse du rayonnement de la France à l'étranger dans le monde. Pendant les siècles, la France a été une des grandes puissances. Hein, ça, je pense que vous le savez, hein, vous l'avez vu dans vos chapitres d'histoire dans les années précédentes. Le problème, c'est que actuellement, à cause du rayonnement de moins en moins fort, en puissance, j'ai envie de dire, de la France dans le monde, Paris, malheureusement, en est victime, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, New York devient aussi une capitale culturelle de l'art, certains quartiers, surtout avec leur habitation de New York depuis plus de 20 ans. Voilà, New York joue un rôle important dans le domaine artistique et culturel, de l'art aussi malgré tout. Donc, Paris tend à perdre de sa puissance en raison de la perte de l'importance de la France dans le monde, tout simplement. D'accord? Alors, comment faire pour que Paris, puisse s'en sortir et redevenir compétitif? Alors, première chose, le Brexit peut nous aider. Vous savez, depuis 2016, les Britanniques souhaitent sortir de l'Union Européenne, de la zone euro. Ce Brexit devra avoir lieu à la fin de l'année 2020, pour le 31 décembre. Paris a tiré son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'elle a proposé justement aux investisseurs qui auraient peur justement de voir peut-être des taxations supplémentaires, de l'imposition, et surtout des quelques barrières venant de l'État britannique, parce que notamment c'est l'avantage de Londres, puisqu'elle était dans la zone euro, elle n'était pas limitée par les barrières d'un État. Londres qui commence à craindre justement ce départ, les investisseurs pourraient se tourner vers Paris. Hein, c'est-à-dire que Paris s'est proposé justement de pouvoir accueillir ces investisseurs. Et comment? C'est grâce au projet du Grand Paris. Ce projet, c'est celui qu'on va voir actuellement. Hop, je passe sur le site du Grand Paris. Voici le projet du Grand Paris. Alors, là, c'est le site actuel. On peut voir l'évolution de ce projet. C'est un vaste projet européen. C'est de faire de Paris un pôle central dans l'Union européenne. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est un projet en tout cas d'aménagement de l'agglomération parisienne. Il doit faire plusieurs choses. Déjà, améliorer la vie des habitants. Corriger les inégalités territoriales. On sait que certains quartiers, pensez à la Défense et à certains quartiers de Paris, on a des inégalités sociaux, spatiales, économiques. Certains quartiers sont plus pauvres, pas assez compétitifs, voire pas délabrés, mais malheureusement anciens. Contrairement à d'autres, pensez à la Défense, par exemple, qui est le quartier et le poumon économique de Paris. D'accord? Le but est de réhabiliter l'ensemble de la ville. Pourquoi? Parce que ça permet l'attractivité. Et certains quartiers pourraient justement être moteurs de ce développement économique. Faire venir les investisseurs, les entreprises, etc. D'accord? Et surtout, de jouer la carte de développement durable. C'est important. Paris, grâce au projet du Grand Paris, deviendrait une ville propre, écolo. Quand je dis propre, c'est une ville écologique. D'accord? Donc, pour ça doit passer par le développement des infrastructures ferroviaires. Les métros parisiens sont quand même anciens. Certaines lignes, malgré tout, sont modernes. Je pense à la ligne de Bercy, par exemple. Mais quand vous allez dans les quartiers un peu plus historiques de Paris, notamment au 13e, lorsque vous allez, par exemple, même visiter la Tour Eiffel, on a quand même affaire à des métros assez anciens, qui datent des années 70-80, à part le petit coup de peinture, ce sont les métros plus ou moins anciennes. Le but du projet du Grand Paris, justement, est de les réhabiliter, de les moderniser, surtout de pouvoir augmenter leur capacité de transport et d'accueil. C'est également aussi de créer des pôles d'excellence. Par exemple, des filières porteurs à l'innovation. Pensez à Paris-Saclay, que je vous expliquais la semaine précédente. Ce pôle de technologie est important et permettrait d'amener les investisseurs, les capitaux, surtout les chercheurs, les cerveaux, comme on dit. Et grâce à ça, ce projet permettrait de relier Paris-Saclay à l'ensemble de la capitale parisienne. Comment? Grâce au tissu du métro, au RER, à la liaison avec les aéroports de Paris, souvenez-vous. D'accord?
Et surtout, ça créerait de nouveaux emplois. Certaines zones et certaines zones de Paris permettraient l'envoi d'investisseurs. Ces investisseurs pourraient justement s'implanter. Donc on est en train de créer des commerces, des vastes zones commerciales, créatrices d'emplois, créatrices d'investissements. Certaines zones pourraient accueillir également des entreprises, des sièges sociaux d'entreprise, comme le fait le projet de Paris, d'accord? Tout ça pour permettre de renforcer le rôle de Paris en tant que ville mondiale. Alors ça porte ses fruits, puisque actuellement, on peut dire que c'est une petite victoire pour Paris. Paris va accueillir les prochains Jeux Olympiques. Vous savez, Paris a gagné le jackpot. Donc, Paris a joué du projet du Grand Paris pour pouvoir faire venir les Jeux Olympiques. C'est une méthode d'affichage, d'exposition importante pour la ville. Tout cela va permettre de faire de Paris une ville attractive à l'échelle mondiale, qui plus est avec des retombées économiques importantes pour la ville. Maintenant, le projet, la suite, c'est de pouvoir transformer l'essai, j'ai envie de dire. C'est-à-dire aller plus loin. C'est également ce que prépare le projet de Grand Paris. Le Brexit a accéléré les choses. Ce projet doit permettre à Paris de devancer Londres et peut-être de regagner des points sur le marché international et surtout sur la compétitivité entre les grandes villes. Le but est bien sûr de ne pas attraper New York, c'est impossible, mais peut-être de dépasser Londres, Francfort et Tokyo. Ah, voilà, l'avenir nous le dira, néanmoins le projet est plutôt bien avancé, d'accord? Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, on a terminé ce chapitre de géographie. Je vous enverrai en lien via École Directe le schéma du projet du Grand Paris et je vous aurai des consignes à me faire pour mardi, d'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve la fois prochaine, allez, au revoir.